Bon matin tout le monde, Stéphane Parent, je suis le dirigeant d'Espace OBNL. Je vais profiter du fait qu'on a beaucoup de monde ce matin pour revenir un petit peu sur notre offre de service parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui êtes peut-être des gens qui fréquentaient un peu moins nos activités. Petit rappel sur ce qu'on fait chez nous. Donc, on rapproche, on inspire, informe les gestionnaires et dirigeants d'OBNL de tous les milieux à travers le Québec. Ce qui est intéressant, c'est que oui, on travaille beaucoup avec les directions générales, les dirigeants aussi, donc les conseils d'administration, et on travaille de plus en plus avec les bailleurs de fonds sur la réalité de l'interaction avec les OBNL. Notre offre, écoutez, on a une offre de contenu. Plusieurs d'entre vous êtes arrivés par cette porte-là chez nous. Ça a été votre premier contact. Donc, des textes, des outils, des capsules vidéo, une balado. On a nos communautés numériques qui vivent et qui sont très utilisées au quotidien. Notre offre de formation, vous êtes peut-être au courant, peut-être pas. Toute l'offre de l'automne est déjà, je dis toute, la majorité de l'offre de l'automne est déjà en ligne. Je sais que certains d'entre vous attendiez que certaines formations reviennent dans notre calendrier. Je pense entre autres toutes les formations sur la comptabilité qu'on ne peut pas offrir au printemps parce que les comptables ne sont pas disponibles. Là, sont déjà au calendrier. Là. Les 6 formations sont déjà disponibles pour vous inscrire. OK? Le catalogue de formation privée aussi est disponible si vous êtes dans un regroupement et vous voulez former vos personnes dans vos organisations. On a lancé cette année notre offre de formation préenregistrée que vous pouvez faire quand vous voulez. On essaie de la bonifier à tous les semaines quand on peut. Gabarit, plus d'une cinquantaine de gabarits, modèles type, politique, ainsi de suite. Notre processus d'évaluation du CA qui continue à être un outil assez apprécié. C'est sûr, on va parler de l'enquête ce matin, donc ça fait partie de notre offre de service. Notre service d'affichage d'emploi, plusieurs d'entre vous n'êtes peut-être pas au courant, mais si vous cherchez des gestionnaires dans vos organisations, on a à peu près une des rares plateformes qui vous permet de le faire. Et nos éléments de soutien individualisés. Ce matin, au programme, on va parler de notre étude. Très content d'arriver avec cette deuxième édition-là de l'étude sur la rémunération. Peut-être un petit peu de contexte là, sur notre étude qu'on appelle OBNL+, c'est quoi? C'est une enquête multisectorielle sur la rémunération globale des gestionnaires d'OBNL. On est à la deuxième édition. Dans cette étude-là, on a fait l'analyse de 19 postes de gestion, ce qui regroupe pas mal la bonne partie de ce que vous avez dans vos organisations. Dans les 14 secteurs d'activité différents, on dit 16 régions administratives, même si on sait qu'il y a 17, là, on a regroupé le nord du Québec avec l'Abitibi, puis ça, je pense que c'est une nécessité. Cette année, on a eu 539 organisations répondantes de toutes les grosseurs, toutes les grandeurs, puis à peu près tous les secteurs aussi. Ceux qui ont participé à l'étude, vous allez recevoir des communications spécifiques pour un webinaire qu'on va tenir le 20 septembre prochain sur la rémunération. Donc, c'est quoi les différents éléments de rémunération, comment ça peut vous aider, et ainsi de suite. Ça va être en ligne dans les prochaines semaines. Là, on a convenu du programme un peu au début de la semaine. Là, fait qu'on vous allez voir, là, vous allez recevoir sûrement un courriel spécifique au début d'automne pour vous inscrire à cette activité-là ou vers la fin de l'été. La participation gratuite était inclue avec la participation à l'étude. Sinon, pour les autres, vous aurez accès, tout le monde aura accès et en même temps, le tout va vous permettre d'avoir un peu de contexte global après étude. Cette étude-là s'inscrit dans plusieurs autres études parce que je sais que plusieurs organisations, regroupements ont déjà sorti des études sectorielles. Je pense entre autres à une étude qu'on attend tous la semaine prochaine ou dans 2 semaines, qui est faite par le Comité sectoriel de main-d'œuvre en économie sociale et en action communautaire, qui est très exhaustive. Mais nous, on s'installe dans une dynamique surtout multisectorielle. Donc, notre étude se veut complémentaire à celles qui existent déjà ou celles qui sont sorties dans les dernières années, qui étaient très sectorielles. Oh, ça va bien commencer ce matin, qui étaient par secteur.
2023, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir des chiffres post-pandémiques, post-confinement surtout, disons-le, parce que la pandémie a été officiellement annoncée comme ayant une fin juste il y a quelques semaines. Ça va aussi nous permettre de placer vos rémunérations dans vos enjeux de pénurie de capital humain et de taux de roulement et des autres enjeux de ressources humaines que vous allez avoir. Dans cette étude-là, vous allez trouver uniquement les postes de gestion. La raison est simple, c'est que si on fait une étude multisectorielle, ça devient impossible d'avoir tous les autres postes. En tourisme, on a une série de postes qui n'existent pas dans le milieu de la philanthropie, et puis ainsi de suite. Ça deviendrait impossible de vraiment avoir des données sur l'ensemble des postes. Donc, on s'est concentré sur les postes de gestion. C'est un peu plus aussi notre mission de travailler avec les gestionnaires. Vous allez voir, on va voir différentes tendances. Il y en a certaines qui vont vous donner des préoccupations. Il y a certaines autres tendances qui vont vous donner des solutions. Et on a des données dans l'étude, certaines données qu'on ne présentera pas aujourd'hui. Je pense entre autres aux données sur le télétravail, mais qui sont dans l'étude. Si vous achetez les résultats complets, puis vous allez voir, ça risque de vous donner aussi des informations pour être capable de bâtir à la fois vos structures salariales, mais aussi les autres éléments, les politiques financières, les politiques de remboursement de dépenses. On a beaucoup de données là-dessus aussi dans l'étude qu'on est allé chercher. Et on est allé chercher aussi des chiffres sur le télétravail. Donc, l'étude dans sa version données complètes pourra vous donner un coup de main aussi à voir comment le marché se comporte quand il est relié au télétravail. Et finalement, on est allé chercher certains éléments reliés à la gouvernance, principalement dans le rôle des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines. Puis, vous allez voir chez Espace OBNL dans les prochains mois, on va vous arriver avec plusieurs solutions reliées aux enjeux de ressources humaines. On travaille sur des choses pour l'automne. Il y a certaines réalités qu'on a observées aussi à travers une deuxième année. Je pense que la première chose que je veux que vous gardiez en tête, c'est que c'est une étude uniquement faite par des OBNL. Pas de coop, pas d'entreprise privée. Donc, les caractéristiques que vous allez voir dans certains chiffres sont des éléments propres au secteur. On est conscient que même si on a évalué certains postes de gestion, on sait que ce n'est pas toutes les organisations qui valorisent les profils de gestion. Donc, vous allez voir, ça a un certain impact, mais il y a des bonnes nouvelles dans les chiffres qu'on va vous présenter ce matin. Et je pense que vous en êtes conscient, il y a peu d'informations disponibles sur le marché. Et on se rend compte qu'il y a très peu de conseils d'administration qui maîtrisent bien la dynamique de la rémunération, soit dans son ensemble ou soit relié au poste de gestion. Le dernier facteur sur lequel, ou le dernier élément avant de tomber un petit peu plus dans les résultats, ce qu'on constate, nous, au quotidien, ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on a chiffré dans l'étude, c'est ce qu'on appelle tous les mouvements latéraux. Puis un des objectifs dans cette étude-là, c'est de vous donner des outils pour être capable de comparer les secteurs, les régions et les ampleurs. On se rend compte que beaucoup de gens vont quitter un OBNL pour aller dans un autre OBNL qui est soit dans un secteur plus payant, soit dans un secteur d'un autre type de mission ou dans une autre région aussi. Donc, il y a beaucoup de mouvements latéraux. Et avoir des données multisectorielles, ça devient intéressant parce que ça vous permet de prendre ce que vous avez comme rémunération chez vous, d'être capable de faire des comparaisons avec votre compétition proche. Donc, il y a peut-être des gens du milieu communautaire qui avaient perdu des gestionnaires pour qu'ils aient dans le milieu de la philanthropie. C'est sûr, parce qu'on le voit là, on a des chiffres, c'est 2 fois plus payant aller travailler en philanthropie. Fait que ça va aussi vous donner des outils pour être capable d'avoir des réflexions avec vos conseils puis avec votre organisation dans son ensemble pour essayer d'éviter ces départs-là et d'avoir des rémunérations qui sont plus justes en fonction des besoins du marché actuel. Ce qu'on vous remet ce matin, c'est en 3 morceaux. Vous devriez avoir reçu un courriel ou vous allez recevoir un courriel ce matin dans lequel vous allez avoir des liens vers l'infographie qui est distribuée gratuitement, qui va être un outil de communication qu'on va utiliser dans les prochains mois pour parler de l'étude. On a des grands chiffres là-dedans. Cette infographie-là est distribuée gratuitement sans aucun problème. On a aussi un résumé exécutif qui est distribué gratuitement,
qui est à la disposition. Donc, vous allez avoir les liens aussi dans le courriel. Et finalement, ceux qui veulent les données complètes, on a une tarification. On a changé la tarification complètement par rapport à l'étude de 2021. Donc, là, vous avez accès aux données complètes. Ceux qui ont participé à l'étude ont une tarification à 500 $ et ceux qui n'ont pas participé à l'étude ont une tarification à 1200 $, ce qui est la moitié de ce qu'on avait fait comme tarification en 2021. Là. On vous a écouté, là, puis on a ramené ça beaucoup plus accessible là, cette année. L'infographie, vous allez trouver les grands chiffres. La majorité des chiffres qui sont là, on va en parler ce matin. Je voulais juste vous les montrer graphiquement. Il y a des éléments qui sont très similaires à celles de 2021, mais il y a d'autres éléments qui ne sont pas nécessairement des surprises, et il y a des surprises. Un élément très important. On a de 2021 et 2023 eu la collaboration d'experts en rémunération. On a le bureau de service conseil en rémunération qui s'appelle Normandin-Baudry. Et j'ai la chance ce matin d'avoir mon ami Philippe qui est là de Normandin pour venir présenter les chiffres aussi et être capable d'avoir une certaine interprétation de ces chiffres-là. Philippe, bon matin. Bon matin. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, mon cher. Écoute, je suis très heureux de t'avoir. Je vais te laisser juste présenter Normandin avant qu'on parte, puis on analyse, puis on visionne les tableaux, là. Parfait. Encore une fois, merci pour m'accueillir aujourd'hui. Mon nom, c'est Philippe Lompré. Je travaille comme associé dans l'équipe de rémunération dans la firme Normandin-Baudry. En fait, Normandin-Baudry, c'est une firme de rémunération globale. On accompagne nos clients, les organisations, pour être en mesure de mieux gérer tout ce qui touche la rémunération globale. Comme tu l'as bien dit, Stéphane, on est bien content de pouvoir participer à cette deuxième édition-là en offrant des ressources là, pour pouvoir mener cette enquête-là et surtout d'outiller les OBNL le plus possible avec la gestion de la rémunération globale. Donc, on va parler de certains résultats aujourd'hui qui sortent de cette étude-là. Et par la suite, mais évidemment, avec le rapport complet, vous pouvez toujours continuer votre analyse pour mieux vous outiller finalement là, dans cette domaine-là. Excellent. Merci, Philippe. On va y aller avec le premier tableau. Je pense que c'est puis là, la répartition de la couverture régionale. C'est sûr et certain qu'il y a des régions qui sont peut-être sous-représentées à 1 %. Ça vous donne des échantillonnages plus ou moins représentatifs. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est d'être capable de pouvoir voir qu'on a des gens vraiment à travers la province. Puis on l'a mis dans l'infographie, il y a plus de 50 %, je pense que c'est 58 % des organismes qui ont répondu qui ne sont pas ni à Montréal ni à Québec. Donc, pour ceux qui auraient peut-être l'idée de dire cette étude-là a-t-elle des chiffres pour les gens qui sont en région? Oui. Puis vous allez voir, on va présenter des tableaux tantôt avec les données complètes. Juste pour vous donner une idée, là, quand on présente les données complètes, chacune des régions est ventilée aussi. Donc, si vous voulez savoir comment un DG du milieu communautaire gagne en Abitibi, bien, on va vous montrer que ça va être possible de le consulter dans les données complètes. Puis Philippe, saute si tu as quelque chose à rajouter, n'hésite pas à peut-être là. Ce que je rajouterais ici, tout simplement, c'est il n'y a pas beaucoup de variations depuis la dernière édition de cette enquête-là. Donc, c'est bien intéressant de voir là, que comme groupe, on va pouvoir regarder les différences entre la première édition et la deuxième, mais en termes d'échantillons ou de représentation par région, ça peut changer. Au niveau des secteurs d'activité, là, ça devient aussi une répartition qui a eu très peu de modifications par rapport à l'année passée, par rapport à il y a 2 ans. On est dans des éléments là, à 2 ou 3 % près similaires aussi. Vous voyez les échantillonnages. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des organisations de tous les secteurs aussi et on va être capable, vous allez voir dans les données, de vous ventiler le tout aussi par secteur d'activité. Donc, les données complètes donnent des informations vraiment qu'on peut recroiser avec les données et les secteurs. Au niveau des secteurs, peut-être un autre élément à prendre en note, je vous dirais,
Il y a certains secteurs où vous allez voir des grandes différences. Puis ça, je pense que ça va être intéressant là, de le mettre de l'avant quand on va arriver dans le tableau de la direction générale. Autre élément sur lequel je veux apporter votre attention, c'est la grosseur des organisations. On a la chance d'avoir eu des grosses organisations qui ont participé et beaucoup de moyennes et de petites. Ça vient amener les chiffres, puis je veux que vous regardiez aussi le tableau au niveau des chiffres d'affaires, parce que ça, c'est peut-être un élément. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez vous dire, oui, mais nous, on est des petites organisations, ce que Stéphane nous présente, ça n'a pas de sens, ça ne s'applique pas à nous. Ce qui est intéressant, c'est que quand on prend le 50e percentile, donc la médiane du milieu, on a la moitié des organisations qui sont en dessous du 600 000, puis on a l'autre moitié qui est au-dessus du 600 000. Et il y a de très grosses organisations qui ont participé à l'étude. Ces très grosses organisations-là, c'est sûr que dans la moyenne du chiffre d'affaires, ont amené une augmentation du chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant, par contre, c'est que souvent, ces grosses organisations-là, étant plus structurées, vont nous donner des chiffres qui sont intéressants quand on va faire le détail des 19 postes. Puis, c'est sûr que ça peut, certains d'entre vous dites peut-être ça tire vers le haut, ça fait des chiffres un peu plus gros globalement. Puis, oui, et c'est positif parce que ça va vous permettre aussi d'avoir un discours sur cette croissance-là que toute organisation voudrait apporter. Je ne sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses, Philippe, par rapport à ça. Mais ça a été très, très bien dit. Moi, je pense que dans l'interprétation des résultats, c'est toujours important de voir l'ensemble de la distribution. Puis, ce que tu mentionnes, Stéphane, le 50e centile étant la médiane, c'est vraiment un point milieu d'une distribution. Fait que, comme interprétation, moi, j'irais toujours vers là dans un premier temps parce que ça permet de voir vraiment le point milieu des données. La moyenne est toujours influencée par des données extrêmes. Donc, quand on parle en plus bas là, que la moyenne de chiffre d'affaires est à 1,6 million, c'est parce qu'il y a plusieurs qui sont au-delà de 1,6 million qui tirent cette moyenne-là vers le haut. Fait que si vous avez les deux chiffres, vous les prenez, vous les utilisez pour pouvoir faire du sens avec les chiffres, mais c'est important de voir les deux. J'ai vu aussi qu'il y avait une petite question. Est-ce que le rapport complet va avoir les résultats par région, par secteur? Puis la réponse, c'est oui. Donc, tous ces chiffres-là sont ventilés par secteur et par taille et d'autres filtres aussi dans le rapport complet. Oui, puis dans la grosseur, quand on va aborder l'aspect de grosseur, on ne l'amène pas par chiffre d'affaires, mais on l'amène par nombre d'employés. Exact. La raison est parce que vous pourriez avoir une organisation qui a un gros chiffre d'affaires pour toutes sortes de raisons, mais qui a un très petit nombre d'employés, tandis qu'on se rend compte que la complexité duquel devraient être reliées les compétences qu'on devrait évaluer, c'est souvent des complexités reliées aux ressources humaines. Donc, on a choisi de présenter les ampleurs en fonction du nombre d'employés. Fait que le tableau, je vais aller vous le montrer pour répondre à la question, puis ça va peut-être vous donner une information. Je vais vous montrer un tableau type de ce qu'on a dans les données complète. Et, bon Dieu, je ne le vois pas. Je vais sûrement le trouver tantôt. Puis vous allez voir qu'il y a vraiment tout ça dedans. Autre élément, dans les formations que je donne en gouvernance, j'ai très souvent, très souvent la question, c'est quoi la bonne grosseur d'un conseil d'administration? Ce qui est intéressant ici, c'est que le nombre d'administrateurs à la médiane est de 8. Et à la moyenne, c'est quand même de 9. Fait que, on dit souvent en gouvernance de 7 à 11, puis on se rend compte qu'une bonne partie du marché aussi. François, tu demandes, pourriez-vous nous confirmer le degré de représentativité de votre échantillon par rapport à l'ensemble des OBNL du Québec? Je ne suis pas sûr de bien saisir. Parce qu'on n'a pas de chiffre de comparaison. On n'a pas de chiffre sur quel est l'état de situation des OBNL. On a de la misère à savoir le nombre d'OBNL seulement qui existent. Fait que présentement, je te dirais qu'avec deux études sur deux années différentes, de 2021 et 2023, on a peut-être les chiffres les plus représentatifs sur lesquels on pourrait se baser en termes de multisectorialité. C'est sûr qu'il y a des études, je parlais ça du comité de secteur, du CSMO et SAC, qui a quand même normalement à peu près 1000 répondants, mais qui est hyper ciblé. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais ça serait un peu dur d'être capable de se dire de quoi a l'air le marché au Québec parce qu'il n'y a pas de données globales
qui existent, à part celles qu'on réussit à atteindre par ces études-là. Les résultats, peut-être détaillés un peu plus. Là, je vais te laisser aller, puis c'est moi qui vais rajouter de quoi après, Philippe. Ben, pas de problème. Un gros merci encore une fois. Donc, pour ce qui est des différentes questions, on a été chercher les questions qui vont vous aider le plus possible là, dans cette gestion de la rémunération globale. Donc, dans un premier temps, on a posé la question sur le nombre d'années d'expérience moyen requis pour accéder aux différents postes. Donc, on parle ici de tous les postes qui touchent la direction générale adjointe et aussi la direction générale. Et ce que l'on voit, c'est à la médiane du marché du 2, 3, 5 ans d'expérience que l'on requiert pour accéder à ce type d'emploi-là, avec plus de la moitié, en fait, qui exige un baccalauréat comme niveau d'éducation pour ce type de poste-là. Donc, quand même, un échantillon très éduqué de ce côté-là avec collégial et certificat universitaire qui suit de très proche pour la majorité de ces postes-là. Oui, là, il y a une tendance. On était à des chiffres moins élevés en 2021, on tournait plus autour du 45. Puis aussi, ce que ça implique, c'est par déduction, ça fait un grand pourcentage. Tu sais, quand on a 35 des gestionnaires qui n'ont pas de formation universitaire de premier cycle, c'est sûr que quand on tombe dans le quotidien de la gestion, ça a une influence. Puis ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que ceux qui ont des maîtrises et des doctorats, ce sont souvent des maîtrises et des doctorats reliés à la mission, mais non pas reliés à la gestion. Donc, ça aussi, ça a une influence sur les enjeux que vous pouvez vivre au quotidien dans vos organisations. Les caractéristiques, là, il y a des éléments, il y a des choses intéressantes là-dessus. Je vais te laisser présenter, Philippe, puis après ça, je vais rajouter. Donc, ici, au niveau de la direction générale, si on parle spécifiquement pour le poste de direction générale, on a les femmes qui sont bien représentées à 72 qui suit à 9 les membres de la communauté LGBTQ+. Et l'autre chose qui était intéressant ici, puis par rapport à l'année dernière, il y avait quand même une belle représentativité de femmes au niveau de la direction générale. Mais si on regarde la deuxième question qui est sur la gestion des salaires, donc qui a en place une structure salariale, on est à 57 qui indiquent qu'ils ont une structure salariale. Donc, les gens ont les outils en place pour pouvoir mieux gérer la rémunération, puis c'est des bonnes nouvelles. Par contre, il y a toujours les 43 là, qui n'ont pas de structure comme telle. Je vous rappelle évidemment que dans l'échantillon, le profil médian, c'est une organisation au BNL de 5 employés avec un chiffre d'affaires d'à peu près 600 000 et donc, à 5 employés, ben, on n'a pas d'exigence du côté, par exemple, de l'équité salariale qui force une structure de plus en termes de gestion de la rémunération. Mais sachez qu'à partir de 10 employés, c'est une exigence et donc d'aller plus loin et de structurer son organisation avec une structure salariale pour gérer la rémunération devient beaucoup plus facile à pouvoir effectuer en fait les exigences de l'équité salariale. Oui, l'autre élément, c'est, je veux juste apporter ce que ça veut dire, le 43 qui n'ont pas de structure aussi. Ça implique, mes amis les gestionnaires, que d'année en année, vous devez renégocier votre salaire toujours sur une base aléatoire chaque année. Donc, dans certains cas, ça peut être positif, mais je vois beaucoup de cas où c'est une discussion très lourde qu'on constate avec son conseil d'administration d'année en année. Puis on va le voir tantôt sur le processus d'évaluation. Il y en a plusieurs qui, n'ayant pas de processus d'évaluation de la performance des postes de direction, surtout le poste de direction générale, combiné avec le fait de ne pas avoir de structure salariale, c'est sûr que vous mettez de l'énergie dans quelque chose qui peut, dans certains cas, affecter votre émotivité aussi et puis qui pourrait facilement être réglé sur plusieurs années en ayant une structure salariale en place. Autre élément sur le premier graphique, on a pour les communautés autochtones où on avait 0 en 2021
Et les membres de la communauté LGBTQ+, on était à 6 en 2021 aussi. Il y a quand même des augmentations quand même intéressantes là, sur ces éléments-là. Là, je pense que c'est intéressant. Le gros tableau. Philippe, je te laisse le décortiquer, puis après ça, je vais pouvoir en Bon, parler. aucun problème. Mais effectivement, c'est le tableau avec le résultat de la rémunération comme tel. Ce que vous voyez à l'écran, c'est les différents postes dont Stéphane a mentionné qui étaient à l'intérieur de cette étude-là. On a mis en bleu en bas de l'écran pour surligner en fait la direction générale, mais vous voyez l'ensemble des autres types d'emplois, donc que ce soit de la direction en administration, bénévole, finance, juridique, ainsi de suite. Ce que l'on représente ici, c'est le nombre d'organisations qui nous ont répondu, qui nous ont donné des salaires pour pouvoir vous émettre là, ces résultats-là aujourd'hui, ce matin. Et vous voyez que c'est très, très différent que les 500 participants. Là. Évidemment, c'est pas tout le monde qui a ce type d'emploi-là dans leur organisation, surtout avec un profil médian là, de 5 employés dans les OBNL. Donc, au niveau, si je vais tout de suite à la direction générale, ce que l'on présente pour quasiment 400 organisations, 400 OBNL, on présente ce qu'on appelle le 25e centile. On présente au centre en vert le 50e centile, puis on a mentionné tantôt le 50e, c'est vraiment le point de milieu. Le 75e, donc je dirais les meilleurs payeurs dans l'échantillon. Et finalement la moyenne. Puis on se rappelle encore une fois que la moyenne est influencée par des données extrêmes, ça veut dire les plus gros OBNL qui payent un peu plus, tirent la moyenne vers le haut. Et c'est pour ça que c'est bien important d'avoir à la fois le 50e centile, mais aussi la moyenne pour pouvoir très bien lire lire les tendances sur le marché. Puis on a mis aussi à la toute fin la colonne 2021 pour voir la différence ou l'augmentation qu'on a pu constater depuis la première édition qui a été présentée en 2021. Donc, au niveau de la direction générale, on a une médiane au centre en vert pour la direction générale à 73 000 $, donc une augmentation de 60 000 à 73 depuis la dernière édition. Et vous voyez aussi, à travers ces résultats-là, qu'il y a certains emplois qui sont plus élevés, dépendamment de leur secteur d'activité ou même de leur raison d'être. Si on parle là, de la direction juridique, par exemple, qui est un des plus élevés à 95 000. Encore une fois, ici, il faut mettre ça en perspective. C'est 95 000 de tous les OBNL qui nous ont donné des salaires pour ce poste-là. Donc, on a 10 observations seulement. Donc, c'est vraiment les organismes qui ont beaucoup plus d'employés qui se permettent d'avoir quelqu'un à la direction juridique. Et dans ce cas-ci, on parle des plus gros OBNL et donc on est plus élevé à 95 000. Finance aussi, c'est quelque chose qui est un petit peu plus élevé à 72 000. Avec un échantillon là, de 38 organismes. Donc, vous voyez, au niveau de la direction, c'est très varié. Ça peut passer de 52 000 à peu près à 95 000, dépendamment du type d'emploi, avec la direction générale, encore une fois, 73 000. Quand on regarde la moyenne, parce que, tu sais, on parlait des gros organismes. Les gros organismes tirent vers le haut. Il y a 2021, on avait une moyenne à 68 000. Là, on a une moyenne à 80 000, 63. Ce qui nous indique que les plus gros organismes, là, puis on pourrait sortir la médiane au 75e centile, là, puis on verrait que les gros organismes ont eu quand même des bonnes grosses progressions. Ils tirent le secteur un peu vers le haut, ils tirent les chiffres vers le haut, puis ça s'illustre avec la moyenne aussi. Vous remarquerez que la majorité des postes, je pense que sur 19, on en a seulement 3 qui ne sont pas en augmentation parmi 2021. Presque tout le monde a augmenté globalement depuis 2021. Est-ce que c'est suffisant? Vous me direz non. Autre élément sur ce tableau-là, c'est le salaire de base. Les bonis et les commissions ne sont pas intégrés là-dedans. Véronique, tu dis les petits doivent également tirer vers le bas, pas nécessairement parce que le 25e percentile, globalement, est déjà plus gros
que ce qui était en 2021. Un autre élément important, Philippe, que tu n'as pas nommé, tous ces salaires-là sont ramenés sur une base de 40 heures semaine. Donc, ceux, par exemple, qui pourraient dire, bien, écoute, moi, ça n'a pas rapport avec ce que je fais parce que moi, je payais 28 heures semaine. On a fait les prorata. L'équipe de Normandie a travaillé très fort à ramener tous les salaires sur une base comparable à 40 heures semaine pour qu'on compare des poires avec des poires, des oranges avec des oranges. Francine, tu demandes si on a des données sur les organisations hybrides qui dispensent statut d'organisme. Non, ça dépend où les gestionnaires se sont placés dans la grille de réponse face à leur secteur d'intervention. Okay? Dans l'étude, les années d'ancienneté sont là, mais pas en fonction des salaires. Non, malheureusement, ça serait difficile de faire un comparatif. Puis ça, on avait discuté en 2021, puis on l'avait mis de côté, parce que ça nous donnerait l'évaluation des années d'ancienneté. On a une autre question par rapport à ça. Sur l'accessibilité des postes. Là, je pense qu'on l'a présenté tantôt, Philippe, me semble. Ouais, en termes d'exigence, d'expérience, qu'est-ce qu'on essaie d'avoir. Ouais. Mais en termes d'ancienneté, ici, c'est plus difficile parce que vraiment, les salaires, en termes de rémunération, ça revient à la capacité de payer de l'organisme. Et donc, ça affecte en fait l'étude ou l'analyse par rapport à des années d'ancienneté comme tel. Puis, si tu regardes, Isabelle, dans 2 slides avant, on parlait, entre autres, de ceux qui ont des structures salariales, considérant que tu as près de 40 qui n'ont pas de structure salariale. Il n'y a pas nécessairement de corrélation entre les années d'ancienneté et la rémunération, considérant qu'il n'y a pas de structure officielle. Donc, ça devient difficile. Lynn, si le nombre d'heures n'est pas compté, on va aborder les heures supplémentaires tantôt. Puis ça, je pense qu'un gros défi des organisations va être relié aux heures supplémentaires. Il y a un changement de culture qui est nécessaire par rapport à cette problématique-là, parce qu'on se rend compte que les générations qui arrivent ne veulent plus faire du 50-60 heures semaine. Puis on dirait qu'il y a dans la culture des OBNL, il y a certains dirigeants qui, dans leur tête, bien, c'est normal, ça fait partie de la job d'en faire plus. Mais on se rend compte que ça commence à être un problème qui va affecter les embauches et surtout la rétention. Je vous disais tantôt que je vous montrerai ce qu'a l'air un tableau complet dans les données complètes. Je vous ai sorti un extrait de la direction intervention. Fait que vous voyez que c'est ventilé par secteur d'activité, par région. Puis normalement, il manque un tableau en bas qu'on a enlevé dans le cadre à cause de la grosseur de l'écran. Vous allez avoir après ça par ampleur d'employés. OK? Je pense que ça, c'est important. Oui, François, on va parler des assurances tantôt. Oui, Stéphane, je voulais aussi rajouter par rapport à ce qu'on voyait à la page précédente, les résultats. Évidemment, dans le rapport complet, puis le tableau que Stéphane vient juste de vous présenter, vous allez voir qu'il y a des différences justement par secteur d'activité. Par exemple, les données de 73 000 pour la direction générale à la médiane, mais on peut voir des chiffres différents pour les associations, pour le développement économique, les fondations qui sont un peu plus élevés que ce chiffre-là. Et il y a d'autres types de secteurs comme médias, art, culture, tout ce qui touche à vocation communautaire qui sont inférieurs à ce chiffre-là. Donc, avec l'ensemble des résultats, vous allez voir par secteur d'activité les différences. Oui, peut-être, c'est une donnée qu'on n'a pas mis dans un tableau, mais je vais la représenter dans l'infographie sur le sectoriel à droite. Puis là, on a mis les moyennes, par contre. Les secteurs d'activité qui sont les plus avantageux en termes de rémunération, c'est les fondations, les associations professionnelles et les organismes de développement économique. Ceux qui le sont moins, il n'y a pas de surprise, les médias communautaires, tous les organismes culturels et artistiques, les organismes communautaires et les organismes de sport et loisirs. Souvent, puis j'ai entendu, dernièrement, je participais à un sommet sur le sport, puis où on a des grands écosystèmes de bénévoles. Très souvent, c'est ceux où on retrouve les salaires les moins valorisés, puis que les conditions de travail sont souvent les moins intéressantes, les moins avantageuses. Puis comme Philippe l'a dit, dans les données complètes, c'est ventilé là, vraiment au détail. Là, ici, on le met de manière globale là, pour être capable d'avoir visuellement là, cette représentativité-là.
En 2021, on avait une participation de 75 des femmes. Là, on est à 72. Ce n'est pas une grande surprise. Les régions, en résumé, les régions, c'est sûr que les deux grandes villes, Montréal et la région de la capitale nationale, là, mais du côté Rive-Nord, Beauce-Appalaches est dans une autre catégorie, sont restées les régions où les conditions sont les plus élevées. La Montérégie a quand même cette année une bonne augmentation par rapport à 2021. Pour les régions les moins élevées, bien, écoutez, il y a des surprises là-dedans. Beauce-Appalaches puis l'Outaouais. On pourrait penser, on aurait tendance à peut-être parler des régions éloignées comme étant des régions qui ne sont pas nécessairement les plus intéressantes. On se rend compte que c'est des régions intermédiaires où on retrouve les conditions les moins intéressantes. Puis ça, il peut y avoir des explications, mais dans certains cas, on a vu des changements là, dans ce palmarès-là, en 2021, on avait Bois-Franc qui était là, puis qui a disparu. Puis Mauricie. Puis si on avait mis une quatrième catégorie, là, la Mauricie serait là cette année. Là. Les tableaux globaux, bien, vous le voyez, là, par secteur d'activité sont là, par région aussi. Donc, il y a des éléments là-dedans. Là. Les chiffres sont là pour être capables d'être décortiqués pour que vous puissiez vraiment faire une analyse de vos tableaux, ainsi de suite. François, oui, on va parler de l'assurance tantôt. Puis ta question est intéressante parce que je vais en parler. Du côté, deux prochaines slides sur pas la cohérence, mais plutôt vraiment la relation entre le budget d'exploitation médian et aussi le nombre d'employés. C'était intéressant à faire ressortir, puis de voir la variation de la rémunération. Ici, ce qu'on montre, c'est si on regarde l'ensemble de l'échantillon qui sont en dessous du 600 000 de budget d'exploitation, le salaire moyen de la direction générale est de 65 000, puis on se rappelle encore une fois qu'à la médiane, on parlait là, de 73 000 tantôt, et le salaire moyen pour les autres types de directeurs ou directrices est à 54 000. Très différent de les organisations qui tombent au-delà de ce budget-là, médian de 600 000, avec la direction générale à 94 000 en moyenne ici. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de variabilité au sein de l'échantillon en fonction du budget d'exploitation. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup aussi dans le privé, c'est-à-dire d'avoir cette corrélation-là entre la rémunération puis la capacité de payer de l'organisation selon les budgets. C'est quelque chose qu'on n'était pas surpris de voir non plus là, dans le secteur OBNL. À la prochaine page, je ne sais pas, Stéphane, si tu avais de quoi rajouter. Ouais, ben, je reviens sur peut-être qu'il faut être réaliste que quand on perd du personnel, là, je parlais de mouvements latéraux, ça, c'est une grosse explication ici. Si vous perdez votre directrice des communications, vous êtes dans un organisme communautaire, puis elle décide d'aller dans un ordre professionnel ou elle postule pour, je ne sais pas moi, un organisme philanthropique, bien, c'est très souvent, cette compétition-là n'est pas toujours en fonction d'organismes privés ou d'organismes publics. Il y a quand même une grande compétitivité des talents à l'intérieur même des secteurs d'OBNL. Puis plus on se rend compte dans la direction générale qu'on a des directions générales qui ont commencé à bien développer leurs connaissances en gouvernance puis en finance, bien, on voit des DG qui font ce mouvement-là beaucoup, qui vont travailler dans des organisations plus grosses très régulièrement. C'est sûr que ça, dans l'équation de la fidélisation du personnel, c'est super important de pouvoir le considérer. Du côté du nombre d'employés, encore une fois, si on regarde la corrélation entre le nombre médian de 5, les organismes qui sont en bas de 5 employés ont un salaire moyen pour la direction générale de 70 000, donc légèrement en bas de la médiane de 73 000 qu'on a présenté tantôt avec la direction, avec les autres types de directeurs à 56 000. Et encore une fois, cette corrélation-là, on la voit avec les organismes qui ont plus de 5 employés, avec un salaire moyen de 85 000 pour la direction générale. Donc, la variabilité ici est un peu moindre qu'on a vu du côté du budget d'exploitation, mais elle est quand même très présente. L'autre chose que je veux mentionner ici, c'est de revenir sur ce qu'on a dit tantôt en termes d'interprétation des données. Cette variation-là vient du fait que
Les organismes qui sont plus élevés que 5 employés sont beaucoup plus élevés en moyenne que 5 employés parce que la moyenne de la taille de l'échantillon, c'est 10 employés et plus. Donc, avec une médiane à 5 employés, ça, c'est le point milieu, encore une fois, de l'échantillon, mais la moyenne est à 10. Ça veut dire qu'on a vraiment des grosses OBNL qui tirent cette moyenne-là vers le haut. Et ça crée une inflation au niveau de la rémunération. Oui, puis je reviens sur le facteur de pénurie de main-d'œuvre. C'est sûr qu'un gros OBNL va des fois être plus attrayant. Puis ce n'est pas juste pour une question de salaire non plus. Il y a une question de défi, puis une question de ressources, puis d'équipe en même temps aussi. C'est sûr que dans votre compétitivité, il y a cet élément-là à considérer, puis de mettre des solutions en place pour essayer d'atténuer les départs de votre personnel vers les plus gros organismes. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qu'on pense peut-être. C'est très souvent, on est très sectoriel, mais on se rend compte que là, il y a de plus en plus de mouvements latéraux. Ici, on fait juste renforcer le fait que la rémunération est corrélée d'une certaine façon avec le budget d'exploitation. Donc, on voit au niveau de la colonne de budget d'exploitation, on voit la médiane à 600 000, comme on a mentionné tantôt. Mais les plus bas chiffres qu'on a vus en termes de budget au 25e centile, on parle plus de 265 000, puis même les plus élevés à 1,3 million. Je vous rappelle la moyenne qui a été présentée tantôt de budget d'exploitation. La moyenne comme telle est à 1,6 million. Donc, encore une fois, ça démontre qu'il y a plusieurs organismes dans l'échantillon qui tirent vers le haut. Et on voit ça dans le salaire de la direction générale dans la colonne du centre, là, donc qui passe de 60 000 à 73 000 à 92 000. La capacité de payer est vraiment là. C'est en fonction du budget d'exploitation et c'est reflété dans la rémunération de la direction. Au niveau des écarts, c'est quelque chose qu'on voulait tester pour voir un peu est-ce que c'est différent qu'on peut voir dans le privé? Est-ce que les écarts entre la direction générale, le salaire de la direction générale, DGA et des autres types de directeurs, est-ce que ça fait du sens? Donc, ce qu'on a remarqué au niveau de l'échantillon, c'est qu'il y a à peu près 12 d'écart entre la rémunération de la direction générale et la direction générale adjointe. Et un autre 8 entre le DGA et les autres types de directeurs ou de directrices dans l'organisation. Typiquement, en rémunération, on se donne cette règle de pouce-là de 10 à 15 entre les différents niveaux de complexité d'emploi. Donc, on n'est pas surpris par les écarts que l'on voit ici pour l'ensemble de l'échantillon. Donc, ça, c'était les résultats au niveau du salaire de base. Si on regarde pour d'autres d'éléments de rémunération, on a aussi, puis ça, c'est une question qu'on se fait poser par des CA dans le secteur OBNL très, très souvent. Est-ce qu'il y a de la bonification qui est payée dans notre secteur? Donc, avec l'échantillon qu'on a de près de 500 employeurs qui nous ont répondu à ces questions-là, est-ce qu'on offre un boni annuel au poste de direction? Mais la réponse à 80 c'est non. Donc, c'est 1 sur 5 qui offre une rémunération variable à leur poste de direction. L'autre type de boni qu'on a posé, là, c'est le boni à la signature. Donc, 94 nous disent que non, il n'y a pas d'offre de boni à la signature. Et finalement, est-ce que vous offrez des commissions à 98 ? La réponse est non. Donc, très peu de rémunération variable qui existe dans le secteur OBNL. Quelque chose d'intéressant, par contre, ceux qui offrent des bonis et signatures, le très peu, là, le montant de ce boni-là est près de 5 000, qui est quand même en augmentation par rapport à la dernière édition, qui était à 3 000 qui pourrait s'expliquer un peu par la pénurie de main-d'œuvre et d'essayer d'attirer des gens vers l'organisation avec un boni plus élevé qu'avant. Oui, puis le boni à la signature puis les taux commissionnables, ça n'a pas vraiment augmenté depuis 2021, mais le boni annuel, lui, il a de plus en plus pris de la place.
Serge, tu ramènes l'évaluation de la performance, mais je pense que si je ne me trompe pas, c'est dans les prochains tableaux. Oui, c'est plus loin un peu. On va en parler des processus d'évaluation parce qu'on a des données, on est allé chercher des données là-dessus. Je veux juste commencer. Et sur ce point-là, je pense que vous avez totalement raison. En fait, le chiffre qu'on va voir, c'est que plusieurs ou même la majorité des organismes font une évaluation de performance de la direction générale. Par contre, c'est très difficile de le lier à des objectifs très concrets dans une bonification et aussi de gérer la perception de c'est quoi un boni puis pourquoi qu'on paye un boni. Ça devient effectivement plus difficile. Donc, je ne suis pas surpris par la prévalence de la bonification qui demeure très bas dans ce secteur-là. Anne-Marie, tu demandes si la rémunération variable est davantage offerte au DG. Oui, ce qu'on a calculé, c'est les postes de direction générale. Christine, le budget total, avoir un pourcentage des salaires, c'est impossible à faire. Je t'explique, on ne pourrait pas comparer un festival, par exemple, qui a des vedettes internationales comme le Festival de Trois-Rivières, qui est un OBNL, où la majorité de son budget va aller à sa programmation, avec une organisation qui a le même nombre d'employés, mettons une ressource d'hébergement, qui, elle, a énormément de personnel pour soutenir ses opérations. Fait que la proportion des salaires est absolument impossible de comparer d'une organisation à l'autre, parce que les activités sont très différentes. Par contre, pourquoi on se permet quand même de faire une comparaison avec les directions, c'est parce que les compétences sont similaires. Même si les opérations sont très différentes, les compétences d'une organisation à l'autre pour les postes de direction sont similaires. C'est pour ça qu'on a laissé tomber aussi les postes de plus d'exécution, si on veut, ou de terrain pour se concentrer sur les postes de gestion. Les assurances et régimes de retraite, on a dans l'étude complète le détail de ces postes-là, donc les types de programmes, ainsi de suite. La bonne nouvelle, c'est que vous voyez, il y a une augmentation de la couverture par rapport à 2021. C'est devenu de plus en plus une obligation d'offrir le tout. Tantôt, en lien, François m'a posé une question, savoir des regroupements, ainsi de suite. C'est quelque chose que nous, on a discuté avec nos différents partenaires, puis on s'est rendu compte qu'il y a eu des initiatives et les assureurs se sont retirés de plusieurs initiatives. Et présentement, vous avez 2-3 possibilités. La première possibilité, dans le milieu communautaire, il existe un regroupement pour les assurances. Ça va, c'est déjà existant pour les organismes communautaires. Puis moi, je pense pour les organismes communautaires autonomes, je pense qu'ils prennent les deux types. Ça, vous trouverez l'information en ligne assez facilement. Pour les autres, la couverture d'assurance collective traditionnelle commence à 5 employés. Mais sinon, vous allez voir on a fait des capsules vidéo sur l'assurance collective personnalisée, donc à la carte. Donc, pour ceux qui ont moins de 5 employés, il existe des produits maintenant qui n'étaient pas là avant. Vous irez voir, on a fait une capsule vidéo sur le sujet. Sinon, dans nos partenaires, on a Lucier, qui sont quand même des spécialistes de l'assurance, puis qui sera en mesure là, de vous aider dans la couverture d'assurance collective en tant que telle. Philippe, as-tu sur assurance et régime de retraite, là, toi, tu connais plus le marché global? Là? À ce stade-ci, évidemment, la seule affaire que je rajouterais ici, c'est qu'il y a de la place. Donc, encore une fois, tout ce qui touche la rémunération indirecte, c'est une opportunité de se distinguer. Puis, je pense qu'avec le contexte que tu as mentionné tantôt, Stéphane, ben, ça demeure un endroit qu'on peut se distinguer par rapport à d'autres de plus petite taille. Avec des produits spécialisés pour offrir à nos employés des avantages de plus et ça peut juste aider en termes d'attraction, rétention. Donc, ça serait ça que je voudrais rajouter. Oui, puis si on regarde dans l'offre de régime de retraite, on se rend compte que le produit du RVER, qui est une obligation pour certaines organisations, n'a pas pris sa place encore à ce niveau-là. Anne-Marie, est-ce qu'il y a des OBNL qui cotisent à plus de 4 % un régime collectif? On a le détail. Il y a plusieurs OBNL il y a un bon pourcentage qui vont offrir, qui vont faire un appareillement à 100 %. Si l'employé met 1 $, l'organisme va mettre 1 $. Il y a une grosse différence selon les produits du régime collectif qui sont utilisés, puis c'est des données qu'on a dans les données complètes. Et peut-être pour enchérir ici, c'est
le 4 dont j'ai vu dans le commentaire, c'est très proche de ce qu'on peut voir en termes de cotisation employeur dans le privé, donc si on sort des OBNL. Et c'est sûr que vous êtes en compétition de main-d'œuvre qui va à l'extérieur du secteur OBNL aussi. Donc, le 4 c'est vraiment ce qu'on voit de ce côté-là. Pour ce qui est de la direction générale, c'est souvent un petit peu plus aussi. Donc, on peut même voir du 4, du 5 et du 6 là, pour ce poste-là. Excellent. Au niveau justement de on va dire les moins bons payeurs à gauche pour la direction générale, puis les meilleurs payeurs ici dans l'échantillon. Ce qu'on voulait faire ici, c'est de voir la prévalence la prévalence des régimes d'assurance collective et le régime de retraite pour les organisations en fonction de comment ils payent. Donc, pour les moins bons payeurs, ce qu'on voit, c'est justement, c'est à 35-36 ces régimes-là en termes de prévalence. Puis pour les meilleurs payeurs, c'est 71-54 Donc, on voit vraiment une différence ici. On aurait pu aussi le regarder en termes de taille d'organisme, puis c'est certain que les en bas de 5 employés, la prévalence est pas mal plus petite. Les congés, Philippe. Les congés, maintenant, c'est quelque chose que historiquement, je pense qu'on avait vu ce même Oui, tout à fait. les types de résultats, qu'il y a quand même des congés intéressants du côté OBNL. Donc, jours fériés par année, 12 à la médiane, avec des congés rémunérés additionnels de 7 jours. Ça fait un total de 18 jours à la médiane. C'est quelque chose qui est un petit peu plus élevé même que l'on voit dans le privé. Au niveau des vacances, la question qui était importante pour nous, c'était de voir est-ce que vous accordez des vacances avec uniquement des années de service ou est-ce que vous accordez les vacances en regardant aussi l'expérience de l'individu en carrière ailleurs. Et 71% accordent encore une fois selon le nombre d'années de service seulement. Je trouve ici, c'est toujours une opportunité là, de se distinguer davantage de d'autres compétiteurs de talent, je vais dire ça comme ça, pour que vous puissiez continuer à attirer et retenir vos gens. Télétravail? Télétravail, ce qui est intéressant ici, c'est que qu'on soit dans les résultats qu'on voit ici pour les OBNL ou dans le privé, selon d'autres enquêtes que nous menons chez Normandin-Baudry, c'est très pareil, c'est très répandu, c'est-à-dire soit qu'on n'a aucune restriction, donc très flexible dans notre télétravail, ou on demande aux employés de venir 1 à 2 journées par semaine, c'est les plus prévalents. Par la suite, d'exiger 3 à 5 jours semaine, c'est une organisation sur 5 qu'on voit qui exige ces journées-là. Pour la présence minimale au bureau, juste en bas ici, par les membres de la direction, on parle d'à peu près la moitié finalement qu'on dit haute. Là. Donc, il y a juste le quart en fait là, qui disent non sur cette question-là, qui n'est pas très, très différent puis pas surprenant non plus. Non, on se rend compte que c'est pas exceptionnel. C'est des données qui ressemblent beaucoup à ce qu'on retrouve un peu partout, à l'exception des organismes publics là, qui se questionnent encore là-dessus en tant que tel. Les heures supplémentaires. Là, ce bout-là, je le trouve super important. Puis je te laisse aller, Philippe, puis après ça. Au niveau des heures supplémentaires par semaine, on a pris la moyenne pour les différents membres de la direction. Donc, la question qu'on a posée, c'est est-ce que vous faites entre 0 et 4 heures, 5 à 8 heures, et ainsi de suite. Puis ce qu'on voit là, c'est à 71% des organisations ont mis 0 à 4 heures d'heures supplémentaires. Donc, à peu près une heure par jour. Ça, c'est important. Ça, c'est pour la direction, parce que les chiffres sont complètement différents quand on arrive pour les directions générales. Exactement. Donc, quand on parle des membres de la direction, c'est les directeurs, directrices qu'on a discuté tantôt. Le nombre d'heures supplémentaires par semaine en moyenne des membres de la direction générale, mais à ce moment-ci, on voit que ça augmente. Là, on parle de 33% maintenant
qui sont à 5 à 8 heures, mais c'est le chiffre de 17% de 9 à 12 heures qui augmente beaucoup. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de jobs qui revient vers le haut pour ces organisations-là. Puis les heures supplémentaires, la membre de la direction, est-ce qu'elle est rémunérée ou compensée? C'est quand même mitigé. On voit ici là, que c'est 56% qui nous disent oui, sont rémunérés et 44% qui nous disent que non. Là, ici, on a des changements de culture à faire quand on se rend compte que beaucoup de candidats qui postulent sur des postes veulent une conciliation travail-famille, puis veulent peut-être moins travailler. Il y a des changements globaux dans le marché là-dessus. Puis ça, j'ai des amis de conseils d'administration qui sont en ligne puis qui écoutent. On se rend compte aussi, tu sais, quand on prend le 9 à 13 heures, qu'on les additionne, là, on va chercher pas loin du quart des gestionnaires qui font 20 à 30 plus de travail que ce pour quoi ils sont payés. Donc là-dedans, on a beaucoup d'enjeux de burn-out, de dépression et même, j'ai eu dernièrement des DG qui sont allés jusqu'aux tentatives parce qu'ils brûlaient, vidés de ce qui s'est passé, puis surtout post-COVID. Ça, je vous dirais que ce sont des données qui, pour moi, je trouve super importantes parce qu'il y a des grands changements culturels à faire. Nos dernières statistiques, puis on va rentrer dans notre heure. Il restera, si vous avez d'autres questions supplémentaires, mais on arrive à la fin. Oui, en fait, ici, c'est plus des questions qui ont été posées par rapport à la structure, premièrement, du CA. Là. Donc, est-ce qu'il y a une présence d'un comité RH au sein du conseil d'administration? Donc, ça ici, à la moitié des organisations nous ont répondu oui, qu'il y a un comité qui structure ces éléments-là. Par la suite, y a-t-il une présence d'un processus formel d'évaluation des membres de la direction, incluant la direction générale? C'était une question qu'un participant avait mentionné tantôt. Donc, à 65%, c'est oui. Donc, c'est des bonnes nouvelles que le 2/3 de l'échantillon ont un processus en place pour évaluer la performance. Maintenant, de voir comment ça influence la progression salariale, ainsi de suite, ça, c'est des choses à regarder. Évidemment, avec un comité RH, on peut formaliser ces processus-là davantage. La présence d'un budget de formation pour les administrateurs, donc c'est quelque chose qui est quand même peu répandu, à 83% qui nous disent non dans ce cas-ci. Donc, on a un gros problème ici, là. C'est quand on se rend compte qu'on parle de bénévoles, de gens qui arrivent, qui veulent s'impliquer dans la mission, mais qui ne reçoivent aucune formation, puis ça reste que les pouvoirs dans le milieu des OBNL appartiennent au conseil d'administration, mais on a des gens qui ne reçoivent pas de formation à 83%. Il y a une grosse partie des enjeux que vous avez, puis ne serait-ce aussi au niveau de la valorisation. Ce n'est pas des gens qui reçoivent non plus des formations sur la gestion des ressources humaines, sur la rémunération, puis ainsi de suite, puis ils doivent prendre des décisions. Fait qu'il y a une partie des enjeux qu'on a qui est reliée avec le manque de formation des conseils d'administration. C'est pour ça qu'on a voulu évaluer le tout. Pour ce qui est du processus formel d'évaluation des membres de la direction, ça reste qu'il y a quand même un bon 35% qui n'ont pas de processus. Donc, ça devient différent de le faire. Il y a une question de Patrice, là, la différence entre les DG rémunérés à l'heure et ceux rémunérés au niveau annuellement. Je sais qu'on a fait, nous, la mise à jour des salaires pour les unifier. Donc, ça, je pense que c'est important. Est-ce qu'il vous resterait, à moins que Philippe, as-tu des choses peut-être à rajouter? Moi, j'ai fait pas mal le tour de ce que je voulais décrire à fur et à mesure. Question au besoin? Non, Kim, on n'a pas spécifié formation interne, formation externe. On a parlé de formation globale dans la question, là, principalement surtout de budget de formation. Parce qu'on se rend compte qu'il y a dans les idées de professionnalisation des conseils d'administration, ou du moins aussi, ce qu'on se rend compte, c'est que certains bailleurs de fonds veulent des conseils d'administration qui sont peut-être plus compétents aussi, mais on a ramené cette question-là de cette façon-là. Écoutez, 10h30, c'est pas mal ce qu'on voulait vous présenter. Comme je vous disais tantôt, beaucoup de choses sont plus détaillées
dans les données complètes. Vous allez avoir accès au résumé exécutif. Vous allez avoir accès gratuitement à l'infographie aussi. C'est quand même des éléments. Et on va vous revenir sur la participation du webinaire du 20 septembre prochain. On peut peut-être rester en ligne 2 minutes, 3 minutes si vous avez des questions supplémentaires. Sinon, je vous remercie de votre participation en grand nombre ce matin. J'espère que ça va vous outiller pour être capable de faire progresser vos missions. On a vraiment la volonté d'avoir des chiffres qui vont vous permettre aussi globalement vos propres conditions en tant que gestionnaire, d'être capable d'améliorer le tout pour vous et vos équipes et de vous donner des arguments pour être capable d'être mieux outillé pour faire face aux défis de main-d'œuvre qui s'en viennent dans les prochains mois, prochaines années. Merci beaucoup. Gros merci à tout le monde. Bon vendredi. Profitez de votre week-end avant que l'été s'en vienne. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se revoit dans une prochaine activité. Bye-bye. Merci beaucoup. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.